Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand 1 du chapitre 3 qui parle du couplage énergétique. Donc, pour rappel, nous sommes dans le thème 4 du cours de CBSV de Terminal STL qui porte sur les systèmes vivants qui échangent de la matière et de l'énergie. Et nous sommes dans le chapitre 3 qui va traiter des réactions d'oxydoréduction et de la synthèse d'ATP. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le couplage énergétique ? Donc il faut savoir qu'un certain nombre de processus cellulaires, un certain nombre de réactions cellulaires dans le corps sont endergoniques, c'est-à-dire que leur delta Rg0' est inférieur à 0. Les réactions ne sont donc pas favorisées, elles n'ont pas lieu spontanément. Pourquoi ? Parce qu'elles nécessitent un apport d'énergie pour se réaliser. Donc pour que ces réactions soient possibles dans le corps, la seule manière est que l'énergie nécessaire à la réalisation de cette réaction soit fournie par une autre réaction qui soit, elle, exergonique. C'est ce qu'on appelle le couplage énergétique. Donc je vais vous présenter ça avec un exemple un peu plus concret. Sur ce schéma, on voit une première boule qui va tomber et une deuxième que l'on veut faire remonter. Donc pour la première boule qui va tomber, son delta Rg0 est inférieur à 0 puisque elle va libérer de l'énergie, elle est capable de tomber spontanément. Donc elle va réussir à tomber. Pour la deuxième boule ici, pour qu'elle remonte, elle nécessite de l'énergie, il faut pousser ou tirer cette boule pour qu'elle remonte. Son delta Rg est donc supérieur à 0. Comme il n'y a pas d'apport d'énergie, la réaction ne va pas être capable de se réaliser. Donc ça, c'est l'exemple de deux réactions qui ne sont pas couplées d'un point de vue énergétique. On reprend exactement le même schéma, mais cette fois on va réaliser un couplage. Le couplage, il est réalisé grâce à ce fil que l'on retrouve ici entre les deux boules. Ma première boule va tomber de manière spontanée puisque son delta Rg est inférieur à 0 et qu'elle libère de l'énergie. En tombant, elle va, grâce à ce fil ici, tirer la deuxième boule qui va donc réussir à monter grâce à l'énergie qu'a libérée la première réaction ici. Ça, c'est ce que l'on appelle le couplage énergétique. J'ai couplé deux réactions, une qui libère de l'énergie et cette énergie a été utilisée pour que la réaction qui normalement consomme de l'énergie puisse se réaliser. On va prendre un deuxième exemple concret. Donc ici, on a une réaction qui est endergonique. En effet, pour pouvoir sauter, mon bonhomme a besoin d'énergie. Et de l'autre côté, on a une réaction qui est exergonique, le fait qu'un objet tombe depuis une hauteur quelconque. Donc ici, j'ai mon objet qui va tomber. En tombant, il va appuyer sur le tremplin et grâce à cela, le bonhomme ici va être capable de sauter. J'ai encore une fois fait un couplage énergétique. L'énergie libérée par la réaction exergonique a permis la réalisation de la réaction endergonique. On peut faire pareil, mais cette fois en parlant de réaction chimique. Je prends une première réaction, A plus B va me donner C plus D. Cette réaction est endergonique, puisque le delta G est supérieur à 0, elle nécessite de l'énergie pour se réaliser. Cette réaction sans énergie n'est pas capable de se faire spontanément. Ensuite, je prends une deuxième réaction, cette fois D plus E donne F plus G. Le delta Rg est inférieur à 0, la réaction est exergonique, elle est donc capable de libérer de l'énergie et de se faire spontanément. Je vais donc coupler les deux pour que l'énergie de la deuxième réaction serve à la réalisation de la première réaction. Donc pour ce faire, je vais dans un premier temps additionner les réactifs de la première réaction avec les réactifs de la deuxième réaction, donc A plus B plus D plus E, vont donner comme produit l'ensemble des produits de la première réaction plus ceux de la deuxième réaction, donc C plus D plus F plus G. Je me rends compte cependant que j'ai du D des deux côtés de la flèche, donc il va y avoir du D qui disparaît pour faire apparaître un D, donc en fait je peux éliminer et simplifier ma réaction bilan en supprimant les D. Je vais donc avoir comme réaction bilan A plus B plus E va me donner C plus F plus G. Je vais pouvoir calculer un nouveau delta Rg qui sera un delta Rg de la réaction bilan, donc de toute cette réaction-là. Ce delta Rg sera égal à la somme des deux delta Rg, donc des deux enthalpies libres de réaction, des deux réactions que j'ai couplées. Pour que cette réaction puisse avoir lieu, donc que cette réaction bilan puisse avoir lieu, il faut que le delta Rg de la réaction bilan soit inférieur à 0 et donc qu'il soit exergonique, qu'il se fasse de manière spontanée.
Donc quelles sont les conditions pour pouvoir réaliser un couplage énergétique? Premièrement, il faut qu'un élément soit commun aux deux réactions. Si je reprends mes deux schémas très concrets, là l'élément commun c'est le fil, là l'élément commun c'est le tremplin. Ensuite, il faut que la réaction exergonique fournisse plus d'énergie que la réaction endergonique n'en consomme. Et enfin, il faut que les deux réactions qui sont concernées se déroulent au même endroit pour que l'énergie libérée de l'une puisse rencontrer l'autre et soit assurée par la même enzyme. Si on prend un exemple d'application, je prends une première réaction. La première réaction va être que le glucose 6-phosphate se transforme en glucose 1-phosphate. Cette réaction-là, elle est endergonique puisque le delta Rg, donc l'enthalpie libre de réaction, est positif. Elle consomme de l'énergie, elle ne peut pas se réaliser spontanément. Je prends cette fois une deuxième réaction. Glucose 1-phosphate plus de l'eau donne du glycérol plus du phosphate inorganique. Ici, le delta Rg, l'enthalpie libre de réaction, est négatif. La réaction est donc exergonique, elle va libérer de l'énergie. Je vais donc coupler ces deux réactions. Pour cela, je forme mon trait, puis j'ajoute les différents réactifs. Donc, premier réactif de la réaction 1, glucose 6-phosphate. J'y ajoute ceux de la réaction 2, donc plus glucose 1-phosphate, plus H2O. Le tout va me donner le produit de la première réaction, c'est-à-dire le glucose 1-phosphate, plus les produits de la deuxième réaction, le glycérol et le phosphate inorganique. Je me rends compte que des deux côtés, j'ai du glucose 1-phosphate, je vais donc simplifier ma réaction. Et ça va donc me donner une réaction bilan, qui est que le glucose 6-phosphate plus l'H2O me donne du glycérol et du phosphate inorganique. Je vais alors calculer l'enthalpie libre de réaction de cette réaction bilan. L'enthalpie libre de réaction bilan, c'est donc la somme des deux enthalpies libres, donc 7,27 plus moins 9,19. Le tout me donne moins 1,92 kJ par mol. Mon enthalpie libre de réaction est exergonique. Le couplage peut donc avoir lieu puisque l'ensemble libère de l'énergie et se fait spontanément. Pour terminer cette vidéo, une petite remarque. Nous avons dit dans les conditions que les deux réactions concernées devront se dérouler au même endroit et assurées par la même enzyme. Il faut savoir que dans la cellule, cette condition-là n'est pas forcément remplie. Ce qui va se passer, c'est que pour résoudre le problème, l'énergie qui est fournie par la réaction exergonique va d'abord être récupérée par une molécule qui va être une molécule d'ATP. Donc c'est ce qui est représenté ici, quand une protéine est hydrolysée en acide aminé. Cela va libérer de l'énergie va être stockée dans l'ATP. C'est l'ATP qui va se déplacer pour aller jusqu'à la réaction endergonique, qui là est la réaction de la transformation d'un ose en un glucide, c'est-à-dire un polyoside. Donc on peut dire que l'ATP, c'est une monnaie d'échange énergétique, c'est elle qui va faire le lien entre les deux réactions que l'on souhaite coupler.